Donc la thématique de cette conférence, c'est le Carmel de Lisieux, un Carmel missionnaire. Et je commencerai par une citation de Sainte Thérèse dans une lettre qu'elle écrit au Père Roulant le 19 mars 1897. Elle lui dit « Cela vous surprendra peut-être, n'est-ce pas un rêve, en effet, qu'une carmélite songe à partir pour le Tonkin ? Eh bien non, ce n'est pas un rêve, et je puis même vous assurer que si Jésus ne vient pas bientôt me chercher pour le Carmel du ciel, je partirai un jour pour celui de Hanoï. » Alors ça peut sembler paradoxal qu'une carmélite qui, par définition, vit cloîtrée, puisse être missionnaire. Mais les trois caractéristiques principales de la vocation au Carmel, ce sont le désir du sacrifice sans réserve et le don total de soi, une vie intérieure profonde à travers l'oraison, mais aussi le besoin d'un apostolat universel qui veut atteindre toutes les âmes. Saint Jean-Paul II disait en 1990 dans son encyclique Redemptoris Missio sur la valeur du précepte missionnaire que le missionnaire, s'il n'est pas un contemplatif, ne peut annoncer le Christ d'une manière crédible. Il est témoin de l'expérience de Dieu et doit pouvoir dire comme les apôtres « Ce que nous avons contemplé, le Verbe de vie, nous vous l'annonçons ». Alors donc, on verra trois points particuliers. Le premier, c'est donc comment on peut être carmélite et missionnaire. Donc, quelle est la vocation missionnaire des carmélites ? On verra ensuite quelles sont les fondations du Carmel de Lisieux. Donc, le Carmel de Lisieux a fondé le Carmel de Hanoï et ensuite toute la descendance de ce Carmel en Asie. Et puis enfin, on s'attachera à parler du parcours de différentes carmélites issues de Lisieux. Donc voilà, quelle est la vocation missionnaire des carmélites ? Donc être carmélite, c'est se réunir avec des sœurs pour prier. Selon les constitutions du Carmel, les carmélites doivent vivre dans une grande solitude et un total détachement du monde, dans une petite communauté fraternelle fondée sur la solitude, l'oraison et la stricte pauvreté. Donc cette solitude était souhaitée par Sainte Thérèse d'Avila afin de permettre aux carmélites d'avoir des contacts plus profonds avec Dieu. Et à travers donc l'oraison, eh bien, il y a un dialogue qui se construit entre les carmélites et Dieu. Mais il y a aussi une vocation apostolique des carmélites, puisque Sainte Thérèse d'Avila a eu une expérience mystique. Et ensuite, pour son projet de réforme, eh bien, elle a décidé de donner au Carmel une orientation apostolique. Alors ça, je vous cite les constitutions du Carmel. Donc une orientation apostolique qui dirige vers le service de l'Église, l'oraison, la solitude et toute la vie des carmélites déchaussés. Si donc leurs prières, leurs sacrifices et leur vie ne sont pas pour servir l'Église, elles n'atteignent pas le but pour lequel Dieu les a réunis. Mais cette prière, elle doit s'adapter toutefois à la place qu'elles ont dans l'Église, c'est-à-dire des religieuses cloîtrées. Alors on peut donc se demander comment, en étant cloîtrées, elles peuvent avoir une vision apostolique. Donc c'est tout le mystère de l'apostolat contemplatif. Alors pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'est l'apostolat contemplatif, eh bien, je vais vous citer encore une fois Thérèse dans une lettre au Père Roulant. Elle lui disait, alors que le Père Roulant se préparait à partir en Chine le 30 juillet 1896, « Ainsi, mon frère, pendant que je traverserai la mer en votre compagnie, vous resterez près de moi, bien caché dans notre pauvre cellule. » On a un petit peu la même idée dans une lettre de Théophane Vénard, qui était l'un des saints préférés de Sainte Thérèse, une lettre de Théophane Vénard à son frère Eusèbe, qui disait « La prière est le premier et le plus actif des missionnaires, ainsi tu seras missionnaire avec moi. » Donc en fait, l'apostolat contemplatif, c'est une profonde communion et complémentarité entre les carmélites et les missionnaires. Pendant que les carmélites prient dans leurs cellules et se tiennent dans l'intimité de Dieu, elles sont, de par cette intimité, unies aux missionnaires qui sont partis. Et dans le même temps, eh bien, les missionnaires, par leur relation avec les carmélites, prennent part eux aussi à l'intimité avec Dieu. Donc voilà, c'est un dialogue comme ça, une profonde communion entre les deux. Et les carmélites, au sein de leur carmel, au sein de leur cellule, elles ont un certain nombre d'intentions de prière. Et ces intentions de prière doivent respecter une dimension missionnaire.
Donc ça peut, en fait, par l'intermédiaire de la correspondance qu'elles peuvent avoir avec les missionnaires qui sont à l'étranger, elles sont au courant des situations qu'il y a à l'étranger et savent pourquoi prier en particulier, pour quelle cause spéciale prier. Mais cette dimension missionnaire, c'est évidemment donc prier aussi pour l'étranger, mais aussi prier pour les gens plus proches de soi. Donc voilà, les carmélites sont missionnaires par la prière et par le don d'elles-mêmes. Et la foi et l'amour sont les deux moteurs essentiels de leur vocation missionnaire. Donc être carmélite, donc pour la mission d'une carmélite, c'est aussi un combat. On utilise souvent la métaphore de la guerre, et notamment Thérèse dans ses écrits. Donc elle dit par exemple dans le manuscrit B: je me sens la vocation de guerrier, de martyr, je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical, je voudrais mourir sur un champ de bataille pour défendre l'Église. Elle dit également au père Rouland, dans une lettre le 23 juin 1896, qu'elle prie pour le succès de sa glorieuse conquête. Alors c'est un combat religieux et idéologique dont les armes sont la prière et le sacrifice. Thérèse dit c'est la prière, c'est le sacrifice qui font toute ma force, ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent, bien plus que les paroles, toucher les âmes. J'en ai bien souvent fait l'expérience. Donc c'est un combat avec ces armes que sont la prière et le sacrifice, mais ça peut, pour ceux qui sont sur le terrain, être aussi un combat physique, puisque mission et martyr sont indissociables, et souvent donc, le martyr représente le don de soi jusqu'à la mort, et donc on peut voir ici par exemple des prisonniers qui portent la cangue en Asie. Et parfois, les carmélites sont invitées à participer à ce combat pour Dieu. Et pour ce faire, eh bien, elles peuvent avoir un appel à sortir de leur carmel et à partir dans les pays de mission. Donc certaines carmélites décident de tout quitter pour sauver des âmes et faire aimer Dieu. Alors Thérèse disait « Il faut une vocation à part et toute carmélite ne se sent pas appelée à s'exiler ». Donc être apôtre, c'est le but, c'est la vocation d'une carmélite, mais chaque carmélite reçoit un appel différent. Donc toutes prient pour le salut des âmes, mais certaines reçoivent un appel pour aller encore plus loin et partir à l'étranger. Donc ça nécessite de tout quitter. Dans la Genèse, Dieu dit à Abraham: quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Et partir en mission donc, signifie tout quitter et partir loin, loin de son pays, de sa communauté, de ses habitudes, de sa langue, de sa culture. Ça signifie être incompris des autres, et donc ça correspond à un sacrifice et un don de soi. C'est une des sœurs du Carmel de Lisieux, qui est actuellement carmélite, disait que c'est se quitter soi-même pour que d'autres découvrent qu'ils sont aimés. Et alors le départ d'une carmélite, souvent ça représente donc non seulement un sacrifice pour elle-même, mais aussi un sacrifice pour sa communauté, puisque bien souvent celles qui partent, ce sont des carmélites qui avaient des responsabilités, par exemple prieur, sous-prieur, maîtresse des novices, et dont les compétences étaient utiles dans leur carmel d'origine, donc c'est un sacrifice de toute la communauté. Mais malgré tout, lorsque une carmélite part à l'étranger, elle garde contact avec son carmel d'origine et elle raconte en fait ce qui se passe. Et par le biais de cette correspondance, il y a une communion qui se fait entre le carmel d'origine et puis la carmélite qui est partie à l'étranger. Et d'ailleurs, dans certaines correspondances, il peut y avoir des petits cadeaux assez spéciaux, dont je vais vous mettre une petite photo. J'avais eu une surprise, moi, j'ouvrais un album photo dans les archives et j'ai sursauté en tournant la page, parce que voilà ce que j'ai trouvé. Donc en fait, ça c'est une peau de serpent qu'une carmélite de Lisieux avait envoyée au Carmel pour montrer aux sœurs un peu ce que c'était leur quotidien. Et elles ont dit, bon, il y a les serpents qui perdent leur peau, voilà, je vous l'envoie, voilà à quoi ça ressemble. Et il y en a une même qui disait, il y a des crocodiles, bon, on ne peut pas vous les envoyer, alors on vous envoie la peau de serpent. Enfin voilà, et
vous imaginez, cette correspondance était lue en récréation, et ça faisait vraiment du dépaysement pour les sœurs qui étaient restées au Carmel de Lisieux ou tout autre Carmel qui envoie des carmélites. Donc le but du sacrifice des carmélites, c'est de sauver des âmes. Alors une sœur du Carmel de Cholet écrivait en 1926 à Mère Agnès de Jésus, donc Pauline Martin, la sœur de Sainte Thérèse. Après commenceront les départs et ce sera toujours pour nos mères le renouvellement de perpétuels sacrifices. Mais Jésus plus connu, plus aimé et les âmes sauvées, voilà qui donne toute vaillance dans le sacrifice. Alors une fois qu'elles sont arrivées sur place, eh bien, les carmélites agissent concrètement pour sauver des âmes. Alors, dans un premier temps, elles recrutent des jeunes filles dans la population locale et puis elles traduisent aussi dans leur langue les règles, les constitutions, le papier d'exaction, tout ce qui permet aux jeunes filles eh bien, de pouvoir être carmélites tout en ayant connaissance des documents les plus importants dans leur langue. Elles font donc cette formation en interne, mais elles permettent aussi un rayonnement spirituel local. Par exemple, au moment où on commence à diffuser des ouvrages sur Sainte Thérèse, eh bien, à Saïgon, on traduit, par exemple, ici, la petite voix d'enfance spirituelle en annamite, ce qui permet de diffuser auprès de la population locale eh bien, des documents qui permettent de faire connaître Thérèse. On distribue aussi des images pieuses, qui permettaient de développer la dévotion à Thérèse. On sait par exemple que depuis 1930, il y a une sœur qui disait en 1933, depuis 1930, nous avons vendu ou donné 23 500 images de notre chère sainte imprimées en annamite. Donc, en plus de la formation donc, de jeunes carmélites, du développement de certaines dévotions, les carmélites permettent aussi à la population locale d'assister à la messe et d'entendre des sermons dans leur langue. Alors on sait à travers la correspondance qu'il y avait bien souvent des sermons à la fois dans la langue locale et en français, puisqu'il y avait des populations des deux langues, ce qui permettait à chacun de comprendre le message que le prêtre souhaitait faire passer. Et autre rôle que les carmélites pouvaient jouer sur le terrain, eh bien, c'était d'aider les prêtres des missions, par leur prière bien sûr, puisque les carmélites ont 2 heures d'oraison par jour, mais aussi par leur travail, puisque par exemple elles fabriquaient des pains d'autel, des cierges, des ornements, et puis elles lavaient et repassaient les soutanes des prêtres, tout simplement. Donc c'est par cette aide aussi matérielle, en plus de la prière, que les carmélites ont été actives sur le terrain. Donc la vocation missionnaire, donc c'est aussi partir. Et donc maintenant, on va voir quelles sont les fondations du Carmel de Lisieux en Asie et en particulier la fondation du Carmel de Saïgon. Mais dans un premier temps, je voudrais revenir un petit peu sur les relations du Carmel de Lisieux avec les missions étrangères, puisque donc le Carmel de Lisieux a été fondé en 1838 par l'abbé Sauvage, qui était vicaire de Saint-Jacques de Lisieux. Et il était un ancien professeur et directeur du séminaire de Bayeux. Et il connaissait Monseigneur Vérol. Voilà. Donc vous avez ici à gauche l'abbé Sauvage et ici Monseigneur Vérol. Il avait été son professeur et était son ami. Et il l'avait fait venir à Lisieux, il avait dit la messe. Il était aussi allé célébrer la messe au Carmel de Lisieux, avait rencontré les carmélites dans leur salle de récréation, leur avait raconté un certain nombre d'histoires et de missionnaires, de martyrs. Et puis, il avait donné un reliquaire d'un martyr aux carmélites. Donc voilà, ils avaient déjà un certain contact dès les années 1840. Et puis, au moment de la construction de la chapelle de Lisieux, le chapelain du Carmel avait été voir Monseigneur Tesson, qui était le directeur des missions étrangères de Paris, pour lui demander de l'aide pour trouver des fonds pour la construction de la chapelle. Et Monseigneur Tesson lui avait suggéré de mettre en place une loterie
Et il lui avait offert des peintures chinoises peintes sur des feuilles d'arbres pour servir de l'eau. Et donc voilà, on voit que déjà, bien avant la fondation du Carmel de Saïgon, bien avant Thérèse, il y avait déjà des liens avec les missions étrangères. Et Monseigneur Vérole, qu'on voit ici, avait gardé contact avec le Carmel, et il priera notamment pour le rétablissement de Sœur Isabelle des Anges, qui est une carmélite qui a fait sa prise d'habit le même jour qu'une certaine Sœur Philomène de l'Immaculée Conception, qui sera la future fondatrice du Carmel de Saïgon. Voilà, donc alors la fondation du Carmel de Saïgon fait du Carmel de Lisieux le premier Carmel français à avoir fondé en dehors de la France. Et le Carmel de Saïgon, c'est le premier Carmel fondé en Extrême-Orient. Et il a lui-même fondé 2 autres Carmels, qui sont celui de Hanoï au Vietnam et celui de Phnom Penh au Cambodge. Alors l'initiative de la fondation du Carmel de Saïgon revient à Monseigneur Dominique Lefebvre, qui était donc prêtre missionnaire puis vicaire apostolique de Cochinchine occidentale entre 1844 et 1864. Et il était le cousin de Sœur Philomène de l'Immaculée Conception, qui était carmélite à Lisieux. Alors il est arrivé au Tonkin en 1835, puis en Cochinchine illégalement en 1836. C'était en pleine période de persécution des chrétiens. Il a été arrêté à plusieurs reprises, emprisonné à Hue, qui était la capitale impériale. Il a porté la cangue et condamné à la peine de mort par déchiquetage en 100 pièces. Donc ça, c'est... Voilà, vous avez ici, par exemple, le martyre de Jean-Charles Cornet par déchiquetage en 100 pièces et décapitation. Donc voilà ce qu'il aurait attendu. Ce sont des parties du Vietnam actuel, en fait. C'est dans le sud. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, il était condamné à la peine de mort. Et à chaque fois, en fait, sa peine était commuée en bannissement parce que l'empereur Thieu-Tri était menacé par la flotte française et il ne voulait pas risquer, en fait, la guerre avec la France. Donc, il a été banni. Il s'est rendu à Singapour, donc, qui était un territoire anglais, pour administrer son vicariat donc en clandestinité. Et pendant sa captivité, il a eu une vision de Sainte Thérèse d'Avila qui est apparue pour le réconforter et qui lui a dit « Établissez le Carmel en Annam, Dieu en sera grandement servi et glorifié ». Et dans le même temps qu'il a eu cette vision, il a reçu une lettre de sa cousine, qui s'appelait donc Henriette Biorel, et qui lui annonce qu'elle a fait profession au Carmel de Lisieux sous le nom de Sœur Philomène de l'Immaculée Conception. Donc elle a fait profession le 8 février 1846. Il lui répond à sa sortie de prison en 1847. La lettre n'arrive à Lisieux qu'en 1849, 2 ans plus tard. Et donc il lui fait part de sa volonté d'établir un Carmel là-bas. Et donc en apprenant sa demande, donc voilà, vous avez ici 2 photos de Mère Philomène de l'Immaculée Conception. Et en apprenant donc la demande de Monseigneur Lefebvre, Mère Geneviève, qui est donc la prieure et la fondatrice du Carmel de Lisieux, que vous pouvez voir ici, ordonne à Sœur Philomène de lui répondre que le projet est réalisable, puisque, je cite, « rien ne s'y oppose dans les constitutions ». Donc suite à cette demande, il y a une intense correspondance qui va avoir lieu entre la prieure Mère Geneviève et puis Monseigneur Lefebvre. Il y a également donc Mère Geneviève qui demande des prières de la part des Carmels de France pour demander que ce projet voie le jour. Et puis Mère Geneviève, eh bien, elle forme Sœur Philomène à devenir prieure pour qu'elle puisse prendre la charge de ce futur Carmel à Saïgon. Mais entre donc, ces premiers échanges de lettres et puis la fondation du Carmel à Saïgon, il va falloir attendre encore une bonne dizaine d'années, puisque la situation dans le pays est encore très instable. Et Monseigneur Lefebvre lui-même gouvernait sa mission en étant caché et clandestin. Donc, alors ensuite, après, en 1858,
Napoléon III envoie des troupes en Cochinchine pour faire cesser les persécutions. Il prend Saïgon le 17 février 1859, mais l'empereur Toudouk assiège la ville. Donc voilà, la situation est encore très compliquée. La persécution contre les catholiques convertis redouble. Donc il faut attendre encore 1862 et le traité de Saïgon pour que la Cochinchine devienne française. Et donc voilà, alors dans ce temps-là, Monseigneur Lefebvre n'a toujours pas renoncé à son projet. Alors à partir de mars 1860, eh bien, tout s'est accéléré puisque Monseigneur Didiot, qui était l'évêque de Bayeux et Lisieux, a approuvé la fondation d'un Carmel à Saïgon. Mais la situation reste instable et en plus des problèmes politiques et religieux, eh bien, il y a la famine, il y a le choléra, il y a du brigandage. Donc il y a toujours quelques réticences à envoyer des carmélites fondés dans ce pays. Les missions étrangères elles-mêmes ont un petit peu de mal puisque voilà, il faut fournir un certain nombre de fonds pour pouvoir payer le trajet et puis ensuite l'installation sur place. Et finalement, eh bien, c'est le legs d'une dame de Lisieux de 10 000 francs qui va permettre aux sœurs de partir. Donc cette dame, elle a eu une vision d'un parent missionnaire qui lui disait de consacrer son argent pour les missions. Et elle est morte pile au moment où le Carmel avait besoin d'argent pour partir. Donc c'est ce legs de 10 000 francs qui va permettre la fondation du Carmel de Saïgon. Alors les 4 carmélites qui sont choisis pour partir sont sœur Philomène de l'Immaculée Conception, qui a 41 ans, sœur Emmanuelle de la Présentation, qui a 37 ans, sœur Marie-Baptiste de Saint-Joseph, qui a 30 ans, et enfin sœur Xavier du Cœur de Jésus, qui a 25 ans. Alors, elle part à la place d'une autre sœur qui était censée partir et finalement qui n'a pas pu partir. Mais comme elle sortait à peine du noviciat, le supérieur de l'époque, le père Cagnard, ne voulait pas qu'elle parte. Donc, il a posé une condition, c'est que ses parents donnent leur autorisation pour qu'elle parte. Et comme ses parents étaient très attachés à elle, ils pensaient qu'ils allaient refuser, sauf qu'ils ont accepté. Donc, sœur Xavier a pu partir. Alors Mère Philomène racontera plus tard à propos du départ pour Saïgon. Elle dit « La joie fut générale. Pour moi, je n'essaierai pas de dire ce qui se passa dans mon âme. Il me semble que ce fut un des jours les plus heureux de ma vie. » Alors, elles partent de Lisieux le 1er juillet 1861. Donc il y a une messe de départ qui est célébrée par le chanoine Cagnard. Et la veille, après les complis, la communauté a fait ses adieux aux 4 fondatrices pendant la récréation. Et ensuite, Mère Geneviève les a placées devant la grille du chœur et elle a embrassé les pieds des 4 carmélites. Et également, toute la communauté a embrassé leurs pieds en chantant des psaumes. Et donc, en faisant ça, elles ont reproduit la cérémonie de l'envoi des missionnaires que vous pouvez voir sur ce tableau qui est dans la chapelle ici. Et donc cette cérémonie qui se faisait pour les partants qui s'apprêtaient à partir en pays de mission pour porter l'évangile fait référence à la parole du prophète Isaïe qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager qui proclame la paix, qui annonce de bonnes nouvelles, qui proclame le salut. Alors donc le trousseau des fondatrices est préparé depuis de longs mois déjà par les sœurs. Elles partent avec 17 caisses. Mère Geneviève a mis dans ces caisses des ustensiles de cuisine, des outils, du linge, donc tout le linge que le Carmel avait. Donc il y avait 17 paires de draps, donc c'est très, très précis. Hein. Il y a des vêtements qui appartenaient à la communauté de Lisieux. Et les sœurs qui restaient ont gardé le linge dépareillé pour laisser le plus beau linge à celles qui partaient. Donc elles sont parties ensuite en diligence. Elles ont traversé la France, étant logées à chaque fois dans différents carmels, donc le Carmel de l'avenue de Messine et de la rue d'Enfer à Paris, à Besançon, Châlons, Avignon, Marseille et enfin Toulon. Elles sont arrivées à Toulon le 6 juillet à 19h. Et donc elles ont fait tout ce voyage accompagnées de l'abbé Xavier Cagnard, qui était leur supérieur, et de l'abbé Victor-Pierre Roé, qui était le confesseur du Carmel. Alors, elles ont embarqué le 9 juillet à bord de la frégate le Labrador.
Donc c'était une frégate qui leur a permis de traverser la Méditerranée de Toulon à Alexandrie. Donc c'était un navire de l'État français qui s'occupait du service postal et du transport en Méditerranée. Et donc c'est grâce à un ami du supérieur Cagnard qui travaillait au ministère de la Marine que les carmélites ont pu embarquer à bord de ce bateau. Alors le départ s'est fait en présence du préfet maritime que vous pouvez voir ici, du commandant supérieur des bateaux à vapeur et de 4 dames de la ville de Toulon. Les sœurs ont embarqué dans un canot manœuvré par 12 jeunes matelots en costume et les prêtres, eux, avaient pour rameurs 12 forçats enchaînés. Alors, bon, c'était pas traité de la même façon. Alors, l'abbé Roé explique dans une lettre à la prieure de Lisieux que des tapis avaient été étendus à l'endroit où les religieuses devaient s'asseoir. Donc voilà, c'était vraiment un traitement particulier pour les religieuses. Donc, avant de quitter les carmélites, l'abbé Cagnard a laissé à chacune une lettre avec ses dernières instructions avant le départ. Alors, on retrouve ici la liste des passagers du bateau, donc dans une dépêche du ministre de la Marine et des Colonies. Donc on sait, grâce à cette dépêche, que le gouvernement français a accordé aux 4 religieuses la table de l'état-major aux frais du département des Affaires étrangères, ainsi que le passage gratuit à bord de la frégate. Alors elles n'ont pas fait le voyage seules, les carmélites étaient accompagnées aussi par 3 sœurs de Saint-Maur qui se rendaient à Singapour et par 10 sœurs de Saint-Paul de Chartres, dont le monastère sera installé plus tard en face du Carmel de Saïgon, pas loin du séminaire Saint-Joseph. Donc c'était bien précisé dans une dépêche du ministre de la Marine des Colonies que toutes les religieuses devaient être réunies sur le même bâtiment, parce qu'il y avait un autre bateau qui devait partir le même jour pour la même destination, mais avec, il y avait des soldats, donc elles devaient toutes être réunies sur le même bateau. Et puis on apprend également dans une dépêche télégraphique du préfet maritime au ministre du 6 juillet que le Labrador devait partir le 8 juillet, mais que le retard des sœurs de Saint-Paul de Chartres a conduit à reporter le départ le lendemain. Donc alors elles sont parties avec 1 millier de passagers. Elles sont passées donc par Alexandrie et Suez. Alors d'après les témoignages, donc il y avait 700 soldats et marins présents sur le pont du bateau qui traitèrent les religieuses avec silence et respect. Et donc on lit aussi dans la presse locale que ces soldats appartenaient au corps expéditionnaire français de Cochinchine et plus particulièrement à l'infanterie de marine. Alors le Labrador fait ensuite escale à Alexandrie le 16 juillet. Alors là, je vous mets un petit peu le parcours. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien tous les points rouges, mais vous avez un petit peu le trajet qu'a emprunté le bateau pour partir de Toulon, voilà, donc à Alexandrie, ensuite Suez. Alors, il n'y avait pas le canal de Suez à l'époque, donc elles ont dû prendre le train. Ensuite, elles changent, une fois arrivées à Suez, évidemment, elles changent de bateau. Cette fois-ci, elles montent sur le Japon, donc le bateau qui s'appelle le Japon. Donc ils partent le 28 août avec à bord 600 soldats d'infanterie et d'artillerie et plus de 60 officiers et du matériel. Donc ils traversent la mer Rouge, le golfe d'Aden au large du Yémen, et à cet endroit-là, la mer est agitée et le bateau prend l'eau pendant 3 jours et menace de couler. Alors les soldats se relaient pour pomper et pour évacuer l'eau du bateau, et donc le bateau réussit à aller jusqu'à Ceylan. Donc c'est le Sri Lanka aujourd'hui, où il arrive le 17 septembre. Et ensuite, début octobre, le bateau arrive à Singapour. À Singapour, il subit également encore des réparations. Et il arrive enfin à Saïgon le 9 octobre 1861, 100 jours après le départ de Lisieux. Donc c'est un voyage de 3 mois, donc c'était quand même très très long. Et aussitôt arrivées, elles sont conduites à l'évêché de Monseigneur Lefebvre, qui les accueille chaleureusement en leur disant « Mes chères filles, vous vous êtes bien fait attendre ». Alors il les conduit dans une maison provisoire qu'il leur a trouvée, en attendant qu'un monastère soit construit. Donc cette maison, en fait, c'est ni plus ni moins une case, donc c'est un grand bâtiment qui a été divisé en 2 par un couloir. Et d'un côté, il y avait les carmélites, et de l'autre, il y avait les sœurs de Saint-Paul de Chartres.
Alors, elles ont utilisé des planches et des draps qui faisaient partie des 17 paires de draps dont je vous parlais tout à l'heure pour délimiter leurs espaces de vie. Donc, elles ont délimité un chœur, un réfectoire, une cuisine, une salle de récréation, 4 cellules, un parloir. Et donc, voilà, avec ces draps et ces planches, elles ont commencé à essayer de faire un semblant de vie carmélitaine. Alors, dès le lendemain de leur arrivée, il y a une première messe qui a lieu sur un autel provisoire qui a été dite par un père missionnaire qui avait été désigné comme chapelain. Et puis, le 15 octobre 1861, le jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila, a eu lieu la pose du Saint-Sacrement. Et donc, c'était la toute première fois en Annam que le Saint-Sacrement a été posé. Et donc, ce 15 octobre 1861 marque la date de fondation officielle du Carmel de Saïgon. Alors, le Carmel est dédié à Saint Joseph. Et 5 jours plus tard, Monseigneur Lefebvre vient pour célébrer une messe solennelle. Alors, dans un premier temps, il y a de nombreux obstacles, notamment la barrière de la langue, puisque donc, les Françaises ne parlent pas l'anamite et les anamites ne parlent pas le français. Et il n'y avait pas de prêtre pour leur enseigner, ni de dictionnaire. Donc voilà, ça a été compliqué. En plus de ça, elles ont eu du mal à s'adapter au climat qui était beaucoup trop chaud pour des Françaises. Et elles vivaient dans une maison qui ne convenait pas à la vie carmélitaine. Et en plus, elles dormaient... Il n'y avait pas de paillasse là-bas, en fait, parce qu'il n'y a pas de paille dans le pays, alors qu'au Carmel, elles dorment sur des paillasses. Donc là, elles dormaient à même le sol, la tête posée sur un livre. Donc c'était vraiment des conditions... il fallait le vouloir, quoi. Et puis, pareil, pour la nourriture, c'était compliqué. Il n'y avait pas de denrées françaises. Donc, les soldats français amenaient un petit peu de nourriture. Elles en revendaient une partie pour pouvoir gagner un petit peu d'argent. Voilà, donc les débuts vraiment ont été compliqués dans cette case. Et puis, alors là, vous avez le... Voilà. Donc là, ensuite, vous avez l'amiral Charner, que vous voyez ici, qui a commencé à faire des démarches pour trouver des terrains pour établir un Carmel, un monastère, voilà, qui respecte vraiment la vie carmélitaine. Et donc il a trouvé un grand terrain planté d'arbres de toutes espèces juste en face du séminaire. Mais le problème, c'est que les sœurs n'avaient pas assez de ressources pour financer les travaux de construction, donc elles ont été obligées de demander de l'argent à différents carmels en France. Alors ils ont décidé d'utiliser du bois et des tuiles bon marché qui venaient de Singapour et de Hong Kong. Et aussi, ils se sont procurés des briques issues de la citadelle de Saïgon qui était en train d'être démolie. Alors, Mère Philomène raconte dans une lettre datée du 1er octobre 1862 que les travaux n'avaient pu démarrer qu'au bout de 5 mois, donc à partir de mars 1862. Mais malheureusement, à cette date-là, eh bien, il y a 2 des sœurs fondatrices qui n'avaient pas tenu jusque-là. Au bout de 3 mois seulement, sœur Marie-Baptiste et sœur Emmanuelle de la Présentation sont retournées en France. L'une parce qu'elle était malade à cause du climat et l'autre parce qu'elle était découragée face à l'ampleur de ce qu'il y avait à faire. Donc voilà, elles sont reparties, elles sont rentrées à Lisieux le 23 mars 1862. Alors ensuite, donc au bout de 3 mois de travaux, donc ils ont réussi à faire des bâtiments, les bâtiments les plus indispensables et des murs de clôture. Donc c'était encore des simples petites cases qui n'étaient pas très solides vu les matériaux qui avaient été utilisés. Et donc le 27 juin 1862, jour de la fête du Sacré-Cœur, eh bien, les sœurs se sont installées sur le terrain dans les bâtiments qui n'étaient pas encore tout à fait terminés. Et une messe pontificale a été célébrée par Monseigneur Lefebvre. Alors dans le même temps, donc à Lisieux, le 3 octobre 1862, le chanoine Cagnard a procédé à l'élection de 2 autres sœurs pour remplacer celles qui étaient parties. Donc ce sont sœur Saint-Jean de la Croix et sœur Emmanuelle qui sont choisies. Donc sœur Emmanuelle, qui venait tout juste de rentrer, était guérie et donc elle voulait repartir. Donc elles partent le 1er décembre 1862. Elles sont rejointes par une carmélite de Paris, mais malheureusement, sœur Emmanuelle tombe à nouveau malade suite à une épidémie de scarlatine à Suez.
Donc les 3 carmélites sont obligés de retourner au Caire pour que sœur Emmanuelle puisse être soignée. Mais finalement, les supérieurs de Lisieux lui demanderont de rentrer et elle rentrera le 27 mars 1863. Alors, dès 1862, on compte 7 postulantes cochin chinoises au Carmel de Saïgon. Donc, il y en a 5 qui étaient déjà présentes dans la première petite maison provisoire. Et donc, il y en a 2 qui se sont présentées le jour de l'installation dans le nouveau Carmel. Il y a donc la toute première postulante qui est arrivée, était restée seule avec les fondatrices pendant 3 mois et donc elle ne se comprenait pas, elle communiquait simplement par des gestes. Donc voilà, c'était des débuts un petit peu compliqués à la fois pour les Françaises et puis aussi pour les jeunes filles locales. Donc, alors ces premières postulantes, souvent c'était des filles de martyrs et de convertis. Voilà, ou des veuves également. Donc, elles ont pris l'habit, les premières postulantes, en juin 1863. Et donc, la première chose que Mère Philomène et Sœur Xavier ont faite, ça a été de leur apprendre l'alphabet et le latin à l'aide d'un prêtre, d'un père missionnaire, une demi-heure par jour. Elles leur ont appris également le déroulement de l'office et la lecture du bréviaire en latin. Par contre, elles ont décidé de ne pas leur apprendre le français. C'est elles, les Françaises, qui ont décidé d'apprendre l'anamite de façon à pouvoir communiquer avec elles. C'était plus simple que d'apprendre à chacune des anamites, de leur apprendre le français. Donc, alors, à chaque fois, donc, pour les prises d'habits, les cérémonies attirent du monde par curiosité et ça suscite aussi des vocations chez les jeunes filles qui y assistent. Et donc, très rapidement, eh bien, y a beaucoup de jeunes filles qui se présentent à la porte du Carmel. Et il y en a 15 peu à peu qui arrivent. Et donc, il y a un afflux de postulantes voilà, qui se fait régulièrement. Dans le même temps, les travaux de construction se poursuivent. Et pour financer ces travaux, les sœurs décident de fabriquer des objets et des ornements. Elles mettent même en place une petite boutique qui permettent de les vendre. Et donc, parce qu'en fait, il y a un problème pour le financement, c'est que là-bas, les jeunes filles, quand elles se marient, elles n'ont pas de dot. Parce que quand on rentre au Carmel, en fait, ici en France, les jeunes filles apportaient une dot, comme pour un mariage. Et là-bas, en fait, elles n'avaient pas de dot. Au contraire, c'était le mari qui donnait de l'argent. Donc, les carmélites, les postulantes qui entraient n'apportaient pas d'argent. Et donc, ça faisait des ressources en moins pour le Carmel. Alors, en 1867, donc, le terrain appartient enfin aux carmélites et elles décident de lancer un projet de reconstruction parce que les premiers bâtiments qui avaient été faits dans des matériaux de mauvaise qualité, il y en a certains qui se sont effondrés, qui sont tombés en ruine. Donc, le supérieur du Carmel décide d'ouvrir une souscription à Saïgon, à Hong Kong. Et puis, donc, il y a voilà, un certain nombre de grandes personnalités, des officiers, l'amiral de la Grandière, gouverneur de la Cochinchine, qui donnent de l'argent pour aider les carmélites à construire leur Carmel. Donc voilà. Alors ensuite, on voit aussi que, comme pour le Carmel de Lisieux, eh bien, on décide d'organiser une loterie avec des objets chinois pour aussi rapporter un petit peu d'argent. En juin 1867, il y a des voleurs qui rentrent en clôture et qui volent une pendule et des objets de valeur. Donc ça rajoute un petit peu des épreuves. Il faut augmenter la hauteur des murs de clôture. Et puis le 8 octobre 1867, la première pierre des nouveaux bâtiments est enfin posée en présence du nouvel évêque Jean-Claude Mich, monseigneur Jean-Claude Mich, puisque monseigneur Lefebvre, lui, était décédé entre-temps, le 30 avril 1865. Alors, cette année-là, donc en 1867, on compte dans le Carmel 5 religieuses françaises, 19 sœurs anamites, donc il y avait 4 professes, 6 qui ont reçu l'habit et 9 postulantes. En 1892, donc 30 ans après la fondation, les vocations sont nombreuses. Il y a donc 36 religieuses qui sont présentes, 6 françaises, 30 vietnamiennes.
Et donc cet afflux de religieuses fait qu'on dépasse largement le nombre de carmélites, puisque normalement on doit avoir 21 carmélites. Donc là on est largement au-dessus, ce qui justifie la fondation d'un autre Carmel, qui sera celui de Hanoï. Alors je vais vous parler maintenant des... Alors, je vous montre quelques photos pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblait le Carmel de Saïgon à ses débuts. Donc ce sont des photos qui sont dans les archives du Carmel de Lisieux. Donc là, vous avez la chapelle. Alors, ce sont des photos un peu plus tardives que 1861. Ça a été envoyé, cette photo-là, c'était au moment des fêtes de la béatification et de la canonisation de Sainte-Thérèse, puisqu'il faut savoir qu'après la canonisation de Sainte-Thérèse, le Carmel de Saïgon a demandé, puisqu'il était dédié à Saint-Joseph, mais il a demandé à aussi être dédié à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui lui a été accordé. Donc voilà, vous avez ici quelques photos de l'intérieur du Carmel. Là, vous avez l'extérieur. Voilà, vous avez ici le cloître. La fabrique, l'emploi des cierges, avec ici une sœur qui était contemporaine de Mère Philomène, la fondatrice. Ici, vous avez les sœurs tourières. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des fondations indirectes du Carmel de Lisieux. Donc quand je dis indirect, c'est les carmels qui descendent de Saïgon, donc Hanoï et Phnom Penh, mais aussi des carmels qui ont été fondés par des carmélites issus, qui sont professes du Carmel de Lisieux. Donc on va commencer par le Carmel du Pater à Jérusalem, puisque donc Mère Xavier du Cœur de Jésus, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous savez, celle qui était la plus jeune et que les parents ont accepté de laisser partir, eh bien, 11 ans après la fondation du Carmel de Saïgon, en 1872, elle décide de quitter la Cochinchine. Donc elle a été prieure pendant 3 ans à Saïgon quand même, et puis donc elle décide de partir pour fonder un monastère à Jérusalem. Alors, dans une note manuscrite de Sœur Geneviève de la Sainte-Face, alors Céline Martin, la sœur de Sainte-Thérèse, qui est conservée dans les archives du Carmel de Lisieux, elle dit que Mère Xavier aurait entendu une voix lui disant de fonder le Carmel de Jérusalem. Alors, ce Carmel a vu le jour grâce au père Alphonse-Marie Ratisbonne, qui était le fondateur de la congrégation de Notre-Dame de Sion, et à la princesse Héloïse de la Tour d'Auvergne, qui venait de faire construire une chapelle et un cloître du Pater sur le mont des Oliviers, et qui voulait y ajouter un couvent sans trop savoir quelle communauté encore pourrait y vivre. Donc Mère Xavier se rend à Jérusalem, elle visite les lieux, et puis elle trouve qu'ils sont parfaitement adaptés à la fondation d'un Carmel. Donc elle retourne en France pour recruter des sœurs. Alors elle va brièvement au Carmel de Caen et puis ensuite elle se rend à Carpentras, au Carmel de Carpentras, et c'est ce Carmel qui accepte de donner un certain nombre de sœurs pour partir faire cette fondation. Donc elles vont partir en octobre 1873 et donc Mère Xavier de Jésus va participer à la fondation de ce Carmel. Donc vous avez ici le chalet qui a servi en attendant la construction des bâtiments, qui appartenait à la princesse de la Tour d'Auvergne. Et Mère Xavier du Cœur de Jésus va participer à l'élaboration des plans en lien avec l'architecte. Donc elle va s'occuper de la direction des travaux. Et donc c'est dans ce Carmel qu'elle va mourir à l'âge de 52 ans, le 28 juin 1889. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, ce Carmel de Jérusalem, la communauté va partir en exil à Choubra, dans la banlieue du Caire, en Égypte. Et c'est ce qui va donner l'idée ensuite aux carmélites de fonder en Égypte. Et suite à ça, le Carmel de Matarieh va être fondé en 1927, donc, par une novice de Mère Xavier. Donc on voit déjà comment les carmels se fondent les uns après les autres, comme ça. Alors vous avez ici, c'est une page de ce qu'on appelle la généalogie des carmels. C'est quelque chose qui a été fait par les sœurs de Cherbourg et qui est vraiment très précieux puisque ça permet de savoir de quel carmel, en fait, par qui il a été fondé. Donc on voit ici tous les carmels qui descendent de Lisieux puis de Saïgon. Alors maintenant, je vais vous parler des 2 carmels qui descendent du Carmel de Saïgon. Donc en premier lieu, donc, on a le Carmel de Hanoï. Alors, il faut savoir que Monseigneur Lefebvre voulait, comme Sainte Thérèse d'Avila, elle, en Europe, elle a multiplié les carmels, et bien, Monseigneur Lefebvre voulait multiplier les carmels en Annam.
Malheureusement, il n'a pas pu le voir de son vivant, puisque comme on l'a vu, il est mort en 1865. Mais donc 1865, c'était seulement 4 ans après la fondation du Carmel de Saïgon. Mais au bout d'une trentaine d'années d'existence, comme je le disais, le Carmel de Saïgon avait beaucoup trop de carmélites, et donc il a fallu fonder Hanoï. Malheureusement, le successeur de Monseigneur Lefebvre ne partageait pas trop le désir de son prédécesseur de multiplier les fondations de Carmel. Donc voilà, il a fallu attendre un petit peu. Et il a fallu attendre notamment l'arrivée de Monseigneur Jean-Marie Despierres en 1895 pour que le projet puisse se faire. Et alors donc Monseigneur Despierres a rencontré l'évêque du Tonkin occidental. Et donc voilà, c'est comme ça que tout s'est mis en route. Et à ce moment-là, donc Mère Philomène, la prieure de Saïgon, qui était âgée de 75 ans, a planifié intégralement la fondation du Carmel de Hanoï. Donc c'est elle qui a choisi les sœurs qui partiraient, donc 2 Françaises et 5 Vietnamiennes. À chacune, elle a attribué un emploi et elle leur disait ce qu'elles devaient faire. Elle leur a donné des conseils aussi, de façon à ce qu'elles ne tombent pas dans les pièges ou dans les problèmes qu'elles-mêmes avaient pu rencontrer en fondant Saïgon. Et donc, en plus de faire tout ce travail de préparation, elle décide aussi de contacter des Carmels en France pour solliciter leurs dons. Et donc, le Carmel de Saïgon, à ce moment-là, avait déjà une renommée, ce qui lui a permis d'obtenir un petit peu plus d'argent. Donc, c'est 34 ans après la fondation de Saïgon que voit le jour le Carmel de Hanoï. Mais malheureusement, Mère Philomène, qui avait tout préparé, va mourir avant de voir le projet réalisé, puisqu'elle meurt le 25 juillet 1895. Et le Carmel est officiellement fondé le 15 octobre suivant. Alors la première prieure du Carmel de Hanoï est Mère Aimée de Jésus, qui était une professe de Blois venue à Saïgon en 1883 et qui a assisté Mère Philomène pendant 12 ans. Alors très vite après l'installation, les murs de clôture étaient très bas, donc les brigands pouvaient rentrer facilement. Il y avait des brigandages à répétition, et les malfaiteurs entraient dans les cellules des carmélites pendant leur sommeil pour leur voler les objets qu'elles pouvaient avoir sous leurs oreillers, et ils plaçaient un couteau sous leur gorge de façon à pouvoir les égorger si jamais elles se réveillaient pendant qu'ils étaient en train de les voler. Donc les carmélites envoient une lettre le 18 novembre 1896 à tous les carmels de France pour leur demander une aide financière pour pouvoir construire des murs plus hauts pour se protéger de ces brigands. Et d'ailleurs, Sainte Thérèse entendra parler de cette lettre, et elle en parlera dans une lettre, dans la LT 221. Alors, donc voilà, ensuite je vais vous parler un petit peu de la fin du Carmel de Hanoï, puisqu'il a fermé en 1954. Donc à ce moment-là, l'instabilité du pays a fait que les sœurs ne pouvaient pas rester. Donc le Carmel a fermé et les sœurs sont parties pour le Canada, où elles ont fondé le Carmel de Dolbeau, sous l'impulsion du père Marie-Eugène en 1957. Alors, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, donc, le Carmel de Hanoï a fondé 2 carmels au Vietnam. Celui de Hue. Hue, c'était donc l'ancienne capitale impériale. Si vous vous souvenez, donc, c'est là qu'avait été emprisonné Monseigneur Lefebvre. J'en ai parlé au début de cette conférence. Donc, le Carmel de Hue, qui a été fondé en octobre 1909, et le Carmel de Bui Chu au nord du Vietnam en 1923. Donc voilà, et ce dernier partira comme celui de Hanoï en 1954 pour le Canada et deviendra le Carmel de Danville en 1957. Si on suit encore la descendance du Carmel, donc le Carmel de Hue a fondé 3 carmels, celui de Jaro Iloilo le 9 novembre 1923, qui était le premier carmel des Philippines. Et donc ce carmel de Jaro Iloilo sera à l'origine de 11 autres carmels dans les Philippines. Le Carmel de Hue a également fondé celui de Tan Hoa en 1929, qui a fermé en 1955, c'est dans le nord du Vietnam. Et Hue a également fondé le Carmel de Cholet en France en 1925, qui était un carmel qui avait pour but de former des religieuses pour partir ensuite dans les missions.
Et donc le Carmel de Cholet, lui, sera à l'origine de fondations de Carmel au Japon, en Afrique, en Inde et en Guadeloupe. Donc on voit la descendance assez importante du Carmel de Saïgon. La deuxième fondation directe du Carmel de Saïgon, c'est le Carmel de Phnom Penh, également appelé Sri Changwar, donc au Cambodge, qui a été fondé en août 1919. Alors il n'a pas été fondé par une prophète de Lisieux, mais par sœur Anne de Jésus, qui était prophète de Saint-Brieuc, qui était d'origine anglaise et qui a été prieure de Saïgon, où elle a vécu pendant 21 ans. Donc elle a quitté Saïgon accompagnée de 2 Françaises, 2 Européennes et de 7 Vietnamiennes. Et en 1922, il y aura une carmélite de Lisieux, dont on reparlera plus tard, qui y sera sous-prieur et prieur. Alors pour le Carmel de Phnom Penh, on en a une description par une carmélite de Lisieux qui s'appelle Sœur Marie de l'Enfant Jésus, qui a séjourné en 1925-1926. Donc elle dit qu'il est situé en un pauvre village de pêcheurs annamites et cambodgiens, que le fleuve l'isole de tout. Et sœur Jeanne de l'Eucharistie expliquera que les pères missionnaires français et indigènes viennent tous les jours des extrémités du Cambodge et des villages de la brousse pour célébrer la messe. Et donc pour venir à ce Carmel de Phnom Penh, ils utilisaient des chaloupes à vapeur, des barques ou des jonques. Alors le Carmel de Phnom Penh, lui, a engendré celui de Bangkok en Thaïlande en 1925 et de Kunming, également appelé Yunnan Phu en Chine, en 1936. Bangkok a fondé Singapour en Malaisie et Canterbury en Thaïlande. Et ensuite, dans les années 70, la situation politique s'est dégradée au Cambodge et les sœurs ont été obligées de partir. Elles se sont exilées au Carmel de Boussu en Belgique, et les carmélites qui étaient à Boussu ont décidé de se séparer dans différents carmels pour laisser complètement la place à cette communauté qui venait du Cambodge. Alors vous avez ici une carte qui permet de voir un petit peu toute cette diffusion les différentes générations qui descendent du Carmel de Saïgon. Donc on peut voir quand même que ça représente un très grand nombre de fondations. Donc tous ces carmels-là existent parce que le Carmel de Lisieux est venu fonder à Saïgon en 1861. Alors maintenant, je vais un petit peu vous parler du parcours de différentes carmélites de Lisieux qui étaient missionnaires. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les modalités de départ pour une carmélite, puisque une carmélite est cloîtrée, c'est pas facile, elle ne peut pas sortir comme elle veut de son carmel. Alors, les constitutions du Carmel disent qu'une carmélite est rattachée de manière stable à son monastère. Les seules raisons pour lesquelles une carmélite peut être transférée dans un autre monastère sont pour une nouvelle fondation ou pour aider une autre communauté. Et alors, il y a 3 conditions pour qu'une carmélite puisse partir. La demande et la libre acceptation de la religieuse concernée, l'autorisation des prieurs des 2 monastères, donc celle de départ et celle d'arrivée, également l'accord à l'unanimité des chapitres des 2 carmels concernés, et enfin, il faut informer le préposé général de l'ordre si jamais il y a un transfert définitif. Normalement, le transfert est temporaire et se fait pour 3 ans. Ce qui permet aussi à la sœur de savoir au bout de ce laps de temps, de savoir si elle veut rester ou pas. Et donc quand une sœur part, on lui fait un trousseau et en général il est pris en charge par le Carmel d'arrivée. Alors avant de parler de celles qui sont parties, je vais vous parler d'une qui est restée, que vous avez ici, donc c'est Thérèse. Alors on sait que Thérèse avait une vocation missionnaire. Je vais vous lire un petit peu ce qu'elle disait dans le manuscrit B. Elle disait « Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées.
Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. » Alors ce zèle missionnaire de Thérèse, il prend sa source dans 3 événements particuliers. Tout d'abord, la grâce de Noël 1896, ce moment où Thérèse sort de l'enfance et elle dit qu'elle sent la charité entrer en son cœur. Et c'est à ce moment-là qu'elle désire travailler à la conversion des pécheurs. Thérèse reçoit ensuite une seconde grâce en juillet 1887. Pendant une messe à la cathédrale, elle voit une image du Christ crucifié qui dépasse de son missel et elle voit le sang qui coule et qui se répand. Et elle souhaite récupérer ce sang pour le redonner aux âmes. Et donc c'est la révélation de sa mission qui est de sauver les âmes par la prière et le sacrifice. Et enfin, 3e événement, eh bien, c'est sa prière pour Pranzini, qui était un condamné à mort. Elle a prié pour sa conversion et il a embrassé le crucifix par 3 fois au moment de monter sur l'échafaud. Et donc, elle le considère comme son premier enfant. Alors, lors de son voyage à Rome en 1887, Thérèse faisait part de son zèle missionnaire à sa sœur Céline. Alors, sa sœur était en train de lire les annales des religieuses missionnaires et Thérèse lui dit: « Je ne veux pas en lire plus. J'ai déjà un désir si violent d'être missionnaire. Que serait-ce si je la vivais encore par le tableau de cet apostolat? Je veux être carmélite pour souffrir davantage dans la monotonie d'une vie austère et par là sauver plus d'âmes. » Alors Thérèse connaissait le Carmel de Saïgon puisque il y avait à Lisieux sœur Anne du Sacré-Cœur qui était professe de Saïgon qui est venue vivre à Lisieux entre 1883 et 1896. Et donc Thérèse voulait aller à Saïgon. Et ensuite, en octobre 1995, au moment de la fondation de Hanoï, on avait pensé à Thérèse pour aller dans ce Carmel. Mais malheureusement, Thérèse était malade et donc on a fait une neuvaine à Théophane Vénard, qui était un de ses saints préférés, qui était martyr au Tonkin. Et pendant cette neuvaine à Théophane Vénard, eh bien, Thérèse a recommencé à cracher du sang et elle a pris ça comme un signe qu'elle ne devait pas partir. Alors Théophane Vénard, donc, elle l'aimait particulièrement. Elle disait de lui: Théophane Vénard me plaît encore mieux que Saint Louis de Gonzague parce que la vie de Saint Louis de Gonzague est extraordinaire et la sienne tout à fait ordinaire. Et donc Thérèse, eh bien, elle va être missionnaire au Carmel tout en menant une vie ordinaire, en souriant, en ramassant une épingle ou en marchant pour un missionnaire. Elle dira au Père Roulant dans une lettre: « Nous pouvons être missionnaires d'action. J'ai voulu l'être par l'amour et la pénitence, comme Sainte Thérèse, ma séraphique mère. » Donc elle a été missionnaire en menant une vie ordinaire, mais elle a été aussi missionnaire à distance à travers sa correspondance avec les pères Roulant et Bellière, qui étaient ses 2 frères spirituels. Et elle voit leur relation avec eux comme ceci. Je vais vous lire une citation. Comme Josué, vous combattez dans la plaine, moi je suis votre petit Moïse et sans cesse mon cœur est élevé vers le ciel pour obtenir la victoire. Ô mon frère, que seriez-vous à plaindre si Jésus lui-même ne soutenait les bras de votre Moïse ? Et donc Thérèse sera également missionnaire après sa mort, puisque, comme elle l'avait écrit au Père Roulant dans sa lettre d'adieu, elle lui dit: « Croyez, mon frère, que votre petite sœur tiendra ses promesses et qu'avec bonheur son âme, délivrée du poids de l'enveloppe mortelle, volera vers les lointaines régions que vous évangélisez. » Alors vous avez ici 2 sœurs de Thérèse. Donc à gauche, vous avez sœur Geneviève, Céline, et à droite, Mère Agnès de Jésus, Pauline, qui ont toutes les 2 aussi été pressenties pour partir à Saïgon, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Alors parmi les 4 fondatrices du Carmel de Saïgon, il y a seulement Mère Philomène, donc la fondatrice, qui va y rester. Les 3 autres, finalement, sont partis. Mais c'est pour poursuivre ailleurs leur activité missionnaire, puisque les 3 fonderont d'autres Carmels. Donc il y a celui de Jérusalem, comme on l'a dit. Après, les 2 autres ont fondé un peu plus près, puisque c'était à Caen et à Coutances, donc toujours en Normandie. Alors après donc, ces 4 premières fondatrices, il n'y aura plus d'autres grandes fondatrices issues de Lisieux. Voilà, je vais vous montrer le parcours de certaines sœurs qui sont parties et dont le parcours est intéressant. Donc, vous avez ici sœur Jeanne de l'Eucharistie,
qui donc est née Jeanne Renaud et qui est originaire de région parisienne. Donc, elle a fait profession au Carmel de Lisieux le 11 juin 1917. Et 5 ans plus tard, le 18 août 1922, elle est partie pour le Carmel de Phnom Penh au Cambodge. Elle y est arrivée le 28 septembre après une brève escale à Saïgon. Donc, vous pouvez la voir ici à gauche à Lisieux, juste devant la fenêtre de l'infirmerie où Sainte Thérèse est décédée. Et puis à droite, vous la voyez dans le cloître de Saïgon. Donc c'est une sœur qui avait pris comme modèle Sainte Thérèse. Quand elle était jeune fille et qu'elle faisait des excursions en montagne, elle décidait de marcher pour un missionnaire comme Thérèse le faisait. Donc voilà, c'est une religieuse qui a beaucoup souffert et qui a offert cette souffrance pour sauver des âmes. Alors, elle avait la vraie vocation de missionnaire. Elle était vraiment très heureuse de venir à Saïgon. Donc, on la voit ici entourée de la communauté en 1923. Mais elle a quand même eu du mal à s'adapter puisque c'est une jeune fille qui a grandi en région parisienne. Et arrivée là-bas, il a fallu qu'elle s'adapte à la brousse cambodgienne et à la faune locale. Il y avait des crocodiles, des serpents, des lézards, des grenouilles, des moustiques. Et elle dit aussi qu'elle a rechigné à apprendre l'annamite, qui était beaucoup trop différent du français. Alors en mai 1923, elle est devenue sous-prieure de Phnom Penh, et ensuite prieure en 1925. Et en 1928, elle a été appelée à Bangkok pour aider à la fondation du Carmel, qui venait tout juste d'être fondée. Et à la suite de problèmes de santé, elle a dû repartir en France. Elle est rentrée le 21 avril 1933. Elle a passé 11 ans au total en mission. Et une fois rentrée à Lisieux, c'est elle qui était en charge de la correspondance avec les missionnaires, puisque elle comprenait ce qu'ils vivaient, puisqu'elle avait connu le terrain comme eux. Alors, autre sœur Marie de l'Enfant Jésus. Donc elle a fait profession à Lisieux le 28 février 1912. Elle a embarqué le 14 août 1924 à Marseille, à bord du paquebot l'Amboise, que vous voyez ici. Et donc, elle est partie pour Saïgon avec une professe temporaire de Reims. Et une fois arrivée à Saïgon, elle a eu beaucoup de mal à s'adapter physiquement et moralement au pays. Elle a même remis en cause sa vocation missionnaire, se demandant si vraiment elle devait être là. Elle pensait rentrer à Lisieux. Donc de Saïgon, on l'a envoyée à Hanoï pour voir si c'était mieux. Et ensuite, on l'a envoyée à Phnom Penh. Mais elle ne s'est toujours pas adaptée à Phnom Penh. Et en 1927, on l'a redirigée vers le Carmel de Mangalore en Inde. Et elle y est restée jusqu'à sa mort. Donc c'est l'une des carmélites qui a le plus douté finalement de sa vocation missionnaire. Mais paradoxalement, c'est la carmélite de Lisieux qui est restée le plus longtemps en mission, puisqu'elle y est restée pendant 50 ans, jusqu'à sa mort en 1974. Alors, on a une lettre où elle nous donne une description assez savoureuse de la faune et de la flore du Cambodge, et une photo qu'elle a envoyée pour l'illustrer. Donc elle écrit du Carmel de Phnom Penh le 25 avril 1926. Elle dit « C'est la saison des crocodiles en ce moment. Nous en avions 3 d'attachés, muselés, près de la cuisine, ces dernières semaines. Ils sont dévorés à présent. C'est un régal pour nos petites sœurs, mais pas moyen de vous faire goûter, c'est trop loin. Et puis, ça ne vaut pas le voyage. Pas beaucoup de serpents en ce moment, mais ils vont venir avec les pluies. Bientôt, espérons-le, car voilà plus de 8 mois que nous n'avons pas eu une goutte de pluie et tout meurt autour de nous. Chose inouïe, on est obligé d'arroser les bananiers. Il paraît que cette chaleur torride est extraordinaire. Savez-vous que les scorpions, dont la blessure est mortelle, paraissent m'aimer beaucoup? Voilà 3 fois qu'ils viennent se promener sur moi. L'autre jour, il y en avait un qui essayait de se faufiler même sous notre scapulaire. Mais je n'ai pas peur. Si j'en meurs, on verra bien. » Vous voyez, donc ça, c'est le genre de lettres que les carmélites envoyaient à Lisieux. Et c'était exotique quand à Lisieux, sous la pluie de Normandie, on lisait ces histoires de bêtes sauvages. Alors, autre carmélite, sœur Marie-Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Alors ça, c'est une carmélite qui a vraiment une histoire particulière. Donc, elle est la fille
de Sir et Lady Greville, qui sont d'origine anglaise. La maman était une fervente, elle avait une grande dévotion envers Sainte Thérèse, et elle a emmené donc sa petite Georgette en 1906 sur la tombe de Thérèse, et c'est là que la vocation de carmélite de donc la future Sœur Marie-Thérèse est née, alors qu'elle avait 10 ans. Alors, elle est rentrée très très jeune au Carmel de Lisieux. Elle a fait une première retraite de 3 jours auprès de Mère Agnès de Jésus, donc on peut voir la photo ici à gauche. Une première retraite donc à l'âge de 12 ans en 1908, et elle est entrée une deuxième fois le 8 septembre 1909, où elle prend le nom de Sœur Marie-Thérèse de la Croix. Donc elle avait reçu une permission spéciale de Monseigneur Lemonnier, l'évêque de Bayeux et Lisieux, pour rentrer au Carmel à l'âge de 13 ans et demi. Donc elle est rentrée encore plus jeune que Sainte Thérèse. Alors vous pouvez la voir donc à gauche avec Mère Agnès de Jésus et à droite avec sa tenue de postulante. Donc elle est rentrée donc à 13 ans et demi, et puis elle a fait sa prise d'habit à l'âge de 15 ans. Donc 15 ans et demi, le 4 septembre 1911. Et alors, c'est un fait exceptionnel, puisque ce jour-là, en fait, il y a eu 3 prises d'habits. Donc vous avez ici la photo des 3 jeunes filles. Et doublement exceptionnel, puisqu'en plus, elles étaient 3, mais en plus de ça, la cérémonie s'est faite en présence du tribunal du procès ordinaire en vue de la béatification de Sainte Thérèse, qui était en train d'achever ses travaux. Donc voilà, elle a vraiment un parcours assez incroyable. Donc vous la voyez ici dans le préau du Carmel, une photo qui ressemble beaucoup à celle de Thérèse. Donc elle a fait ensuite profession le 3 mai 1913 à l'âge de 17 ans. Et au sein du Carmel, elle s'est formée à la photographie avec Céline, la sœur de Thérèse. Et vous pouvez voir sur la photo de droite qu'elle a une position qu'on connaît tous un peu, puisqu'en fait, elle a servi de modèle, elle a posé devant l'objectif de Céline dans la position de Thérèse aux Roses, et elle a servi de modèle au père Marie Bernard, qui était le sculpteur de Thérèse, pour faire la fameuse statue de Thérèse aux Roses qu'on retrouve dans toutes nos églises en France. Donc voilà, c'est elle qui a servi de modèle au sculpteur. Mais donc, elle était, elle aussi, attirée depuis longtemps par les missions. Et elle est partie donc pour Saïgon en 1924 avec Sœur Marie dont j'ai parlé juste avant. Donc avant de partir pour Saïgon, elle a fait un bref séjour à Paris chez ses parents, un pèlerinage à Montmartre et à Notre-Dame-des-Victoires. Et puis elle a embarqué donc à bord de l'Amboise. Et pendant ce trajet, ce voyage en bateau, il y a une fois encore eu une violente tempête et le bateau a subi des dommages au niveau du gouvernail. Alors, elle a été élue prieure du Carmel de Saïgon peu avant Noël 1924, donc juste après son arrivée. Et elle avait alors, à l'époque, 28 ans. Et ensuite, elle aura tour à tour les charges de sous-prieure, dépositaire, maîtresse des novices, prieure. Et puis, donc, elle, son rôle particulier aura été d'adapter les usages du Carmel à la mentalité asiatique. D'après ce qu'on dit, elle parlait magnifiquement le vietnamien et elle impressionnait les visiteurs qu'elle recevait au parloir par son aisance à parler leur langue. Et donc on la voit ici à gauche avec Sœur Jeanne de l'Eucharistie. On peut voir qu'elle était pieds nus, qu'elle avait adopté le chapeau local. Donc on la voit ici avec des bananiers. Ici en récréation. Voilà, avec les carmélites. Voilà. Vous la voyez ici avec le noviciat dans le préau du Carmel de Saïgon, avec sur la photo de droite la statue de Sainte Thérèse. Voilà, encore avec le noviciat, et puis à droite lors de son jubilé. Et elle est décédée donc, dans la charge de prieure le 4 mai 1968, après 55 ans de vie religieuse et près de 44 ans à Saïgon. Alors, dans sa correspondance, sa sœur était rentrée au Carmel de Lisieux et donc elle correspondait avec elle. Et elle lui disait, par exemple, le 25 octobre 1931, à propos des messes, elle lui disait « C'est vraiment émouvant. Et le cachet spécial que vous ne verrez jamais en France est cette féerie de couleurs des costumes indigènes, anamites et surtout malabars, drapés dans leurs longs voiles, bleu pan, rouge vif, rose ou bleu pâle, vert, jaune d'or. C'est bien une vision d'Orient. » Et alors dans cette lettre, elle raconte aussi une anecdote assez insolite.
puisqu'elle raconte qu'une panthère était rentrée dans la chapelle et elle était venue s'asseoir au pied du maître-autel, sur le tapis du sanctuaire, bien tranquille. Et donc là, les 7 sœurs tourières du Carmel sont venues avec des bâtons. Elles l'ont cernée, assommée, et puis elles l'ont chassée. Donc voilà, c'est des choses qui n'auraient pas pu se produire en France, hein. Donc vraiment des anecdotes comme ça qu'elles racontent dans leur correspondance. Et donc cette sœur Marie-Thérèse explique que le Carmel de Saïgon, elle le considérait comme son nid. Elle se surnommait, elle, le petit cuicui, et elle appelait ses novices les moineaux. Alors ensuite, après ce départ de sœur Marie-Thérèse, entre 1924 et 1953, il n'y a plus de départ vers les missions depuis Lisieux. Faut savoir aussi que, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a le Carmel de Cholet qui avait été fondé. Et donc le Carmel de Cholet formait des carmélites pour partir dans les missions. Alors malgré tout, en novembre 1925, le Carmel de Cholet, qui avait alors 4 mois d'existence, n'avait que 10 sœurs et demandait au Carmel de Lisieux de lui prêter au moins une sœur. Mais rien ne prouve dans les archives, mais apparemment personne n'a été envoyé à Cholet. Donc aucune sœur n'est repartie avant sœur Bernadette de la Vierge, que vous voyez ici, qui elle est partie au Japon. Alors sœur Bernadette de la Vierge, née Bernadette Landau, donc elle est née en 1921, dans une famille où il y avait 6 filles, toutes sont devenues religieuses, 3 dames de Saint-Maur et 3 carmélites. Donc elle est entrée au Carmel le 5 juillet 1942 et elle a fait profession le 11 février 1944. Elle a vécu le séjour des carmélites à la crypte de la basilique, puisque après les bombardements de juin 1944, toutes les carmélites de Lisieux se sont réfugiées dans la crypte. Donc voilà, elle a vécu là. Ensuite, elle a également soigné Mère Agnès de Jésus, donc Pauline Martin, pendant les derniers mois de sa vie. Elle était très proche de Mère Agnès. Et donc en 1953, donc, on est 30 ans après le dernier départ d'une carmélite en mission, eh bien, le Carmel avait promis d'envoyer de l'aide au Carmel de Nishinomiya au Japon. Il y a une sœur qui devait partir, mais finalement, elle n'a pas pu pour des raisons de santé. Donc, c'est sœur Bernadette de la Vierge, qui était sa suppliante, qui est partie. Alors, les chroniques du Carmel disent à propos de son départ: « Ce fut le 10 juillet que notre cher missionnaire nous quitta vaillamment, non sans laisser parmi nous de profonds regrets. C'est une charmante compagne, semeuse de joie et d'excellent esprit que nous perdons. » Donc, on voit ici, comme je disais tout à l'heure, que c'est un sacrifice pour la communauté quand une sœur s'en va. Donc après avoir embrassé ses parents à Lille, elle part. Donc, alors, on la voit ici sur la photo de droite avec 2 autres carmélites missionnaires dont on verra après. Vous avez ici le bateau sur lequel elle est partie, donc à bord du paquebot le Vietnam. Donc elle est partie le 17 juillet 1953. Donc on la voit ici, donc on peut voir que voilà, il y a plusieurs religieux qui partaient en même temps et ils faisaient des photos sur le pont du bateau. Là, on la voit à l'arrivée au Japon. Donc, elle est arrivée à Kobe le 21 août 1953. Et donc, là, on la voit arriver. Donc, c'est la 3e à partir de la gauche. Alors, ici, on la voit en train d'apprendre, donc à droite, en train d'apprendre le japonais. Et donc, voilà, elle a eu un véritable coup de foudre pour le Japon. Voilà, donc là, on peut la voir avec la communauté. Donc ça, ce sont toutes les photos qu'on conserve dans les archives du Carmel. Voilà. Non, après, elle est restée quelque temps, mais après, c'était au Carmel de Nishinomiya, au Japon. Ouais. Donc voilà, elle a appris la langue et les us et coutumes. Elle est devenue maîtresse des novices, puis prieure. Et son rôle a été de favoriser la prise en charge du Carmel par les japonaises elles-mêmes. Et elle est rentrée ensuite à Lisieux en 1982, après 30 ans passés dans ce Carmel de Nishinomiya. Et une fois retournée à Lisieux, eh bien, elle s'est occupée d'accueillir les pèlerins japonais dans leur langue et selon leurs coutumes. On a ici sœur Éliane Thérèse du Cœur de Marie, née Éliane Chariot, qui a fait profession à Lisieux le 14 juin 1947. Elle est partie donc en novembre 1954 pour le Carmel de Yule Island en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Donc c'était à côté de la capitale, Port Moresby. Donc alors on la voit ici partir. Donc on a vraiment toutes les photos de son départ. Donc c'était vraiment bien renseigné. On a vraiment là on voit avec ses bagages. Elle est passée voir ses parents et puis ensuite elle est allée à Rome où elle a rencontré le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Ensuite elle a séjourné au Carmel de Naples et elle a embarqué après sur le paquebot l'Océania pour partir donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on a ici des photos de son voyage sur le bateau. Voilà, avec d'autres religieuses, encore une fois. Voilà, donc là, c'est une fois arrivée sur place. Donc elle est arrivée, alors le bateau avait fait plusieurs escales, et elle est arrivée en 1955 à Yule Island, le 4 mars 1955. Et le 12 mars suivant avait lieu la bénédiction du Carmel définitif, puisque donc, le Carmel avait été reconstruit après un exode. Donc voilà quelques photos de sœur Éliane Thérèse. Voilà, avec un koala. Et donc cette sœur a passé, donc elle est décédée en 2016 et elle a passé 62 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors nous avons ici sœur Marie-Denise de la Trinité, née Denise Charos, qui a fait profession à Lisieux le 27 février 1951. Et donc elle est partie 5 ans plus tard, en 1956, pour Saigon. Donc là, encore une fois, on peut la voir sur le bateau. Et donc quand elle est partie, la guerre du Vietnam avait commencé l'année précédente et il y avait eu un père des missions étrangères qui venait d'être condamné à mort. Alors peu après son arrivée, le 15 novembre 1956, elle a écrit au Carmel de Lisieux « D'ici quelques jours, je vais me mettre aux leçons de vietnamien, j'ai hâte de pénétrer ce mystère et mes petites sœurs sont également pressées car elles attendent cela pour enrichir leurs connaissances sur Lisieux. » Donc on voit que c'est un dialogue, un échange entre les cultures. D'un côté, elle apprend la langue et de l'autre, elle leur apprend des choses sur Lisieux. Et dans la même lettre, elle dit merci encore pour tout, mère chérie. Comment oublier que grâce à votre générosité, j'ai pu réaliser cette vocation missionnaire. Comme j'ai dû vous le dire dans ma dernière lettre, je me sens faite pour ici et j'espère que le bon Dieu m'aidera à m'adapter bien vite dans la paix et la joie. Alors effectivement, elle s'est adaptée bien vite à la vie dans le pays. Elle était très appréciée de la prieure et des sœurs, mais au bout de 8 ans, elle a dû rentrer pour raison de santé en 1964. Alors elle est repartie en 1972 et rentrée définitivement en France en 1975 en raison de la guerre et aussi de problèmes de santé. Donc elle a passé au total 11 ans en mission. Donc voilà, on a quelques photos. Alors on peut la voir sur la photo de droite en compagnie de Mère Marie-Thérèse de l'Enfant Jésus, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici avec la communauté. Voilà, et alors ici, donc, la dernière sœur dont je vais parler, c'est sœur Thérèse de Jésus. C'est elle, la dernière carmélite de Lisieux à être partie en mission. Donc, elle est née Thérèse Lemoine et elle a fait profession à Lisieux le 16 octobre 1948. Donc, elle était conseillère et maîtresse des novices. Donc, encore une fois, son départ a été un grand sacrifice pour la communauté puisqu'elle avait des charges très importantes. Elle a décidé de partir parce qu'elle elle avait une correspondance avec un moine bénédictin parti en Inde qui s'appelait Don Henri Le Sceau et qui avait pris ensuite le nom indien de Swami Abhishektananda. Et donc c'est sa correspondance avec Don Henri Le Sceau qui lui a fait comprendre sa vocation missionnaire et c'est pour ça qu'elle est partie en Inde. Elle est partie à l'âge de 40 ans. Donc c'est Don Henri Le Sceau qui l'a accueillie à Bombay en septembre 1964. Et alors après son arrivée, donc elle a rejoint une communauté de carmélites qui était à Pondichéry, donc c'était en milieu hindou. Et donc elle a appris la langue locale, l'hindi, pour s'intégrer au pays et puis mieux connaître sa culture. Alors elle était de nature timide et réservée, mais c'est elle qui a voyagé le plus finalement dans son pays d'adoption, puisque toutes les autres sont restées quand même dans le Carmel où elles avaient été envoyées. Parce qu'en fait, vous pouvez le voir ici sur la carte, entre novembre 1967 et 1970, elle a fait de nombreux allers-retours dans le nord de l'Inde, entre le Pondichéry et le nord de l'Inde.
Et puis, bon, elle était obligée de rentrer régulièrement parce qu'il y avait des problèmes de visa. Mais donc, au cours de ses voyages, eh bien, elle s'est initiée à la culture indienne. Elle fréquentait des ashrams et des ermitages. Et donc, voilà, ça lui a permis d'apprendre la langue et les coutumes du pays. Alors par contre, à partir de 1970, le père général des Carmes ne l'autorisait plus à retourner dans le nord. Et donc elle est retournée au Carmel de Pondichéry. Et puis elle a pu y retourner grâce à l'évêque de Méroute. Et alors après, donc elle était tiraillée entre son désir de rester carmélite et son désir de devenir ermite, parce que normalement c'est inconciliable. Et donc comme vous pouvez le voir ici, en fait sur la photo de droite, elle a eu l'autorisation par un indulte de Rome de rester carmélite, mais d'être ermite, donc sans quitter l'ordre. Donc on peut voir ici qu'elle avait quand même gardé la couleur marron de carmélite, mais qu'elle s'habillait à la manière indienne et qu'elle était ermite. Alors elle a disparu sans laisser de traces entre le 19 et le 22 septembre 1976. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il est possible qu'elle soit tombée dans le Gange pour aller puiser de l'eau. Et comme le Gange, c'est un fleuve sacré, eh bien, il n'y a pas eu moyen de faire des recherches pour la retrouver. Donc voilà, elle a passé en tout 11 ans dans les missions. Alors, donc voilà, en conclusion, voilà, donc le Carmel de Lisieux, eh bien, il a participé pleinement à l'élan missionnaire du 19e siècle. Donc c'était le premier Carmel de France à avoir fondé à l'étranger. Et puis, il a poursuivi cette mission en envoyant régulièrement des religieuses dans ces carmels. Alors, les carmels aujourd'hui dans les missions sont gérés par des carmélites d'origine, enfin du pays d'origine, puisqu'il y a eu un transfert de priorat qui s'est amorcé dans les années 50, comme on peut voir avec Sœur Bernadette de la Vierge, qui a fait en sorte que les Japonaises, par exemple, puissent s'occuper elles-mêmes de leur carmel. Alors, le Carmel de Lisieux et le Carmel de Saïgon sont toujours en contact. Il y a même des carmélites de Saïgon qui sont venus il y a quelques années pour vivre un certain temps à Lisieux. Donc, vous avez ici des photos de ce à quoi ressemble le Carmel de Saïgon aujourd'hui. Et puis, voilà, je voudrais aussi vous parler un petit peu de Thérèse, qui est missionnaire après sa mort, puisque sa pluie de roses, donc tous les miracles, les interventions qu'elle a pu faire pour les missionnaires, sa pluie de roses est vraiment abondante. Et donc, elle a été proclamée patronne, non pas patronne des missions, mais patronne des missionnaires par Pie XI. Alors exactement, c'est patronne à titre spécial de tous les missionnaires, hommes ou femmes, et aussi des missions existant dans tout l'univers. Elle devient ainsi leur patronne principale à l'égal de Saint François Xavier, avec tous les droits et privilèges que comporte ce titre. Alors on peut voir que dès 1909, eh bien, on recense déjà des miracles qu'elle fait dans les missions. Donc elle aide à la fois les missionnaires eux-mêmes, par exemple en leur donnant leur vocation, en sauvant leur vocation, en les guérissant pour qu'ils puissent être retournés sur le terrain, ou en les sauvant de situations périlleuses, naufrages, accidents, attaques. Et elle aide aussi les habitants en faisant des guérisons, en les préservant dans le danger, en évitant des incendies, des épidémies, et ce qui permet de construire une confiance avec la population locale et de créer une dévotion durable dans ces pays. Voilà. Et puis Thérèse est également missionnaire à travers le voyage de ses reliques, puisque ces reliques vont partout dans le monde depuis 1994. Voilà, je vous remercie. Un grand merci. Alors, comme on a un petit peu débordé, Désolée. Juste, non, pas de souci, c'était passionnant. Juste 2 questions, si jamais il y en a. Autrement, s'il n'y en a pas, oui. Merci. Comment ça se passait au niveau politique dans ces pays quand il y a eu une installation de carmélites? Parce que déjà, ce n'était pas la religion du pays.
Et puis, je pense que les Européens, peut-être, étaient un peu difficilement perçus par rapport à la population locale, quoi. Mais là, pour le Carmel de Saïgon, en l'occurrence, ils ont dû attendre longtemps. Hein, comme je le disais, il a fallu attendre une dizaine d'années avant qu'ils puissent être installés. Et il a fallu attendre que la Cochinchine soit française, en fait, pour que ça puisse se faire, dans le cas de Saïgon. Donc, ouais. Autre question? Non? Merci à vous. Je vous rappelle quelques informations sur les prochaines conférences. Nous aurons Claire Tran sur religion et pouvoir au Vietnam au mois de mars, si je me souviens bien. Hein. Et puis bientôt aussi, je pense à mi-mars, nous allons avoir une exposition sur le Japon, les missions étrangères de Paris et le Japon. Pas uniquement les missions étrangères de Paris, l'histoire du catholicisme au Japon depuis Saint François Xavier, si je me souviens bien, jusqu'à aujourd'hui. Hein, voilà, donc avec de très très beaux objets. Voilà. Moi, j'avais une dernière question. Les archives du Carmel, ça représente quoi en termes de quantité? Qu'est-ce qu'on y trouve, etc. Est-ce qu'on peut les consulter aussi? Oui. Alors, 260 mètres linéaires, si ça vous dit quelque chose. Pas du tout, c'est combien de documents à peu près? Vous avez une idée? C'est énorme. Je vous dis un petit peu. Enfin, on a les archives de Sainte-Thérèse, évidemment. On a les archives de la communauté, donc de toutes les sœurs. On a les archives de la famille de Sainte-Thérèse, donc la famille Martin, mais aussi la famille Guérin. Après, on a tout ce qui est pluie de rose. Je fais de la pub, j'ai sorti un livre sur les pluies de rose. Les pluies de rose, donc ce sont les miracles de Thérèse. On a aussi toute la correspondance avec les pays étrangers. On a tout ce qui concerne la béatification et la canonisation. On a les archives du Carmel en lui-même, donc les chroniques, tous les registres de profession, etc. On a la correspondance avec les papes, on a les travaux de Thérésiens, et puis on a aussi toute la bibliothèque ancienne du Carmel et de la famille Martin. On a une bibliothèque contemporaine avec tout ce qui s'écrit sur Thérèse, en français et dans toutes les langues étrangères. Donc ça, c'est pour les archives, et après on a des objets. Donc on a tous les objets de l'époque de Thérèse, donc les objets qui ont appartenu à Thérèse, mais aussi les objets de la vie au Carmel à l'époque de Thérèse. On a tous les tableaux qui ont été peints par Céline, donc sa sœur, et aussi par une autre carmélite qui était artiste. Les objets de la famille Martin, les objets des sœurs. On a tous les ex-voto envoyés en remerciement de miracles qui prennent des formes vraiment diverses et variées, que ce soit parce qu'on pense souvent à des plaques de marbre, mais en fait on a beaucoup de tableaux. On peut avoir des mèches de cheveux, des prothèses, des choses comme ça. Aussi beaucoup d'artisanat des tranchées, parce qu'il y a beaucoup de soldats de la Première Guerre mondiale qui envoyaient des ex-voto, des médailles militaires, des décorations. Et puis, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, vous travaillez sur quoi? Je veux dire, les archives à Lisieux, vous faites quoi? Vous numérisez? Vous faites d'autres recherches? Vous faites des publications? Alors là, le dernier gros chantier que j'ai fait, ça a été la refonte du site internet, parce que donc on avait un site internet qui datait de 2012 et qui était devenu un petit peu daté. Donc on a travaillé à ça avec une sœur donc oui, on l'enrichit encore à nouveau. Je m'occupe aussi de tout ce qui est restauration. Là, on a fait restaurer toutes les statues. On va faire restaurer prochainement les tableaux. On s'est occupé de faire toute une campagne de photos pour prendre en photo tous les tableaux, les fusains, toutes les œuvres graphiques. C'est surtout de la conservation là, et puis aussi de la valorisation, puisque tous les ans, j'organise une exposition au moment des Journées du patrimoine sur un thème particulier qui permet de montrer aux gens ce qui est caché en fait, ce que personne ne voit. Et puis après, je peux recevoir aussi des chercheurs s'il y a des gens qui font des thèses ou qui ont besoin de consulter les archives. Un grand merci. Donc ça, c'est ce que vous avez publié il y a quelques mois de septembre. Donc Camille Burette, Pluie de rose. Ça se trouve où? Il y en a dans la librairie juste à côté, j'ai vu. Voilà. Donc la librairie Stella Maris, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, Stella Maris. Donc je pense dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous. Et puis, messieurs, dames, à très bientôt. Bonne soirée.